Voilà, mon général. Pour continuer ces échanges et dans sur la même tonalité et un peu d'humour, je pense que ce que vous découvrez ces derniers jours, comme nous tous, sur les chaînes d'infos en continu, hein, tous ces généraux de plateau, c'est Michel Goya que Xavier Moreau appelle le gamelin de plateau. Ils sont actuellement pathétiques. On sent beaucoup de panique dans nos médias par rapport à ce qui est en train de se passer, à la leçon administrée par les États-Unis à l'Europe. Donc je pense que ça, vous devez vous en régaler. Vous qui avez été stigmatisé, pointé du doigt par ces médias, justement, voir leur déconfiture actuelle, vous ne pouvez pas ne pas en éprouver un sentiment euh, de, de plaisir à minima. Oui, oui, ben, effectivement, hein, ça me fait très plaisir de voir non seulement les médias qui se sont trompés de bout en bout, mais également les commentateurs hein, de plateau hein, qui nous prédisaient la victoire de l'Ukraine, hein, que Zelensky, que les troupes ukrainiennes allaient boire leur café quelque part en Crimée euh, à l'été 2023, quoi. Hein. C'était ce qui était programmé. Bon, c'est pas ce qui s'est passé du tout. Hein. Et on voit bien que les choses ont tourné différemment. Mais ce qui était prévisible dès le départ, hein, Xavier Moreau a écrit un livre qui s'appelle Pourquoi la Russie a gagné. Et Oui, pourquoi la Russie a gagné? Parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, c'était mathématique. Hein. Il y a ce qu'on appelle tout militaire digne de ce nom fait avant une opération militaire ce qu'on appelle la balance des potentiels, c'est-à-dire qu'on examine les forces et les faiblesses de l'adversaire, et on examine ses propres forces et ses propres faiblesses, et on en déduit les chances qu'on a de réussir une opération ou non. Et là, bon, il n'y avait aucune chance de pouvoir réussir une opération. Tous les clignotants étaient au rouge pour entamer ce genre d'opération. Et je pense que l'Ukraine le savait, et c'est pour ça qu'elle s'est précipitée pour demander des négociations après 3 jours après le début de l'opération spéciale. Mais les Occidentaux lui ont promis une aide qu'ils étaient incapables de lui donner. Hein. C'est Boris Johnson qui a fait avorter l'accord qui était prévu. Hein, et bon, tout ça a mal tourné, hein, forcément parce que c'était là encore mathématique. Hein. L'Europe n'était pas en mesure de conduire une guerre, les États-Unis non plus. Hein. On surestime aujourd'hui les capacités militaires des États-Unis. Les États-Unis n'ont plus les moyens de se battre sur tous les fronts militairement. Hein, et même économiquement, hein, surtout avec un environnement international qui tourne petit à petit, qui est en train d'évoluer très vite d'ailleurs, hein, et qui fait basculer l'équilibre du monde. Donc les États-Unis étaient incapables militairement aussi de suivre. Hein. Alors ils ont certes quelques joyaux technologiques, mais souvent à l'état échantillonnaire, comme la France ou comme le Royaume-Uni. Hein. On n'a pas les quantités d'armement qui permettent de dire qu'on va être capable de mener une guerre. On n'a pas les hommes surtout. Hein. On n'a plus la résilience qu'on avait autrefois. Hein. Le combattant de 14 capable de tenir dans les tranchées pendant 4 ans, ça n'existe plus en France et en Occident. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Alors les Ukrainiens ont montré plus de résilience, mais c'était des pays d'Europe de l'Est qui étaient déjà habitués, dont les populations étaient déjà habituées à manger de la vache enragée. Quoi. Mais nous, en Europe, non, c'est pas possible. Hein. Et donc, quand on examinait point par point, comme doit le faire un militaire rigoureux, hein, qui a fait l'école supérieure de guerre en plus, hein, avant d'aller commenter sur les plateaux de télévision, il faut faire ce qu'on appelle la balance des potentiels. Et là, on se serait rendu compte dès le premier jour, dès février 2022, hein, que l'affaire était perdue d'avance. Hein. Donc, il ne fallait pas s'y lancer. Hein. Et là, on est tombé sur des néocons anglo-saxons, parce que ce sont les anglo-saxons, hein, ce n'est pas les Français qui ont poussé à la roue pour faire la guerre en Ukraine. C'est les anglo-saxons qui ont fini, comme à chaque fois, hein,
qui ont fini par convaincre tout le monde que la victoire était possible. Alors, elle a été possible certainement au cours de la Deuxième Guerre mondiale avec une grande résilience du peuple britannique à la suite des bombardements allemands. Hein. On a vu la bataille d'Angleterre, etc., gagnée par les Anglais, mais là, on n'en est plus là. Et les populations de 2025 ne sont plus les populations européennes qu'on pouvait encore avoir dans les années 40. Hein. Et il y a 85 ans qui nous séparent de cette date-là. Hein. Et donc, il fallait faire avec, il fallait réfléchir, il fallait s'arrêter, réfléchir et se dire est-ce qu'on a des chances ou pas? Et on n'avait manifestement pas de chance. L'Ukraine a montré non seulement une grande résilience, mais une grande intelligence, parce qu'ils avaient compris, eux, dès le début, qu'il fallait négocier. Au bout de 3 jours, ils avaient compris. Et on les a convaincus du contraire. Alors aujourd'hui, bien sûr, hein, je comprends que Zelensky soit là à nous réclamer de tenir parole, puisqu'on leur a donné, en gros, notre parole qu'on les soutiendrait jusqu'au bout. Eh bien, on va voir, hein, on va voir maintenant ce qui va se passer. Mais je crains fort que l'Europe, qui est aujourd'hui isolée, on va dire, isolée d'abord de la majorité planétaire, hein, on le voit à plein des égards, avec l'Afrique, avec les BRICS qui sont en train d'émerger, etc. Mais on est en train aussi, en ce moment, de s'isoler de notre allié américain. Et ça, c'est beaucoup plus grave, parce que l'Europe, toute seule, elle ne va pas aller bien loin. Hein. Quand on parle d'ingérence, hein, on parlait d'ingérence tout à l'heure des États-Unis et dans les affaires du monde, c'est vrai qu'il y a eu de l'ingérence, mais aujourd'hui, quand on y regarde bien, l'Europe s'est ingérée énormément, non seulement, bien sûr, dans les affaires, on l'a vu récemment, dans les affaires roumaines, dans les affaires géorgiennes, dans les affaires moldaves, mais elle s'est ingérée aussi aux États-Unis. Hein, et elle s'est ingérée à 2 niveaux. Elle s'est ingérée lors de la campagne électorale. L'Europe et les médias européens ont pris parti de manière outrancière contre le duo Trump-Vance et pour Kamala Harris. Hein, c'était clair lors de la campagne. Bon, on s'est trompé, d'accord, et on arrive à avoir le shérif de Washington aujourd'hui, c'est celui qu'on ne voulait pas voir arriver à ce poste-là, c'est-à-dire Trump. Eh bien, non seulement on est incapable de prendre acte et de s'aligner, parce que c'est le nouveau boss, hein, qu'on le veuille ou non, les décisions, elles ne se prennent pas en Europe, elles se prennent pour l'OTAN et pour tout le reste, d'ailleurs, elles se prennent à Washington. Hein. Eh bien, nos médias et nos politiques sont incapables de s'aligner et on continue à s'ingérer. Alors, comment on s'est ingéré? Ben, regardez nos journaux, lisez nos journaux, vous verrez que nos journaux étaient vent debout contre tous les choix de Trump pour constituer son équipe. Vent debout contre Kennedy, qui était traité de complotiste, anti-vax et tout ce qu'on veut. Vent debout contre J.D. Vance, celui qui nous a fait la leçon et qui était traité d'ultra-conservateur. J'ai les textes, j'ai regardé les textes encore hier. Vent debout contre Tulsi Gabbard, qui était accusé d'être un agent de Moscou et de Bachar al-Assad, etc., etc. Donc, on s'est ingéré. C'est une manière d'ingérence, de faire de l'ingérence. Hein. Quand nos médias se mettent, parce que nos médias sont ni plus ni moins que l'expression du pouvoir politique. Hein. Ils nous relaient ce que le pouvoir politique pense. Porte-parole. Porte-parole servile. Porte-parole du pouvoir politique. Et donc, notre pouvoir politique européen s'est ingéré dans les affaires US et continue de le faire. Hein, continue de le faire pour Kash Patel aussi, hein, qui est accusé clairement dans nos médias d'être un complotiste. Hein, donc, toute l'équipe de Trump, c'est une équipe de complotistes, et Trump, d'ailleurs, c'est un farfelu, etc. Donc, et on s'étonne, on fait mine d'être scandalisé et de s'étonner que l'Amérique ne tienne pas à négocier avec nous une paix entre la Russie et l'Ukraine. Hein. Il est certain que l'Europe ne sera pas invitée. Hein. L'Europe, c'est un... Si vous voulez, les politiques européens, aujourd'hui,
qui sont aussi des néoconservateurs. Hein. Les néoconservateurs européens sont l'élève européen à dépasser le maître américain. Le néoconservatisme, au départ, c'était américain. Hein. Et aujourd'hui, on n'est plus néocon. Dans la néoconnerie, on est supérieur aux néocons américains. Hein. Aujourd'hui, les néocons américains sont en difficulté parce que Trump les met en difficulté, et les néocons européens continuent leur chemin comme si de rien n'était, hein, comme s'ils pouvaient encore compter. Mais l'Europe est en faillite aujourd'hui. Il n'y a pas que la France qui est en faillite. L'Europe est en faillite. Et une Europe en faillite, ça ne compte plus. Ça ne compte plus ni aux yeux des Américains, ni aux yeux du reste du monde. Donc, il va falloir, à un moment ou à un autre, que nos bons diplomates, Jean-Noël Barrot et Benjamin Haddad, etc., hein, remettent les pieds sur terre, hein, et reviennent aux réalités. La réalité, c'est qu'une Europe affaiblie comme elle l'est aujourd'hui, hein, ne peut plus compter dans la géopolitique mondiale. C'est terminé pour l'Europe. Oui, mais mon général, j'entends très bien tout ça, mais est-ce que vous croyez réellement qu'ils vont remettre les pieds sur terre? Parce que il faut quand même savoir une chose, c'est qu'un régime, l'Union européenne et tous ces régimes, la corrompus dont on est en train de parler en Europe, avec une défaite militaire telle que celle-ci, on le sait, lorsque ces régimes sont défaits militairement, souvent il y a une bascule générale. Est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement peur de perdre les positions qui sont les leurs, d'être foutus dehors? Et ne sont-ils pas en conséquence capable de toutes les folies dont ce que l'on a vu il y a 2 jours, c'est-à-dire, ou il y a 3 jours, avec un narratif qui était cousu de fil blanc, avec ce drone qui a percuté, j'aimerais que vous nous en parliez aussi, qui a percuté un sarcophage de Tchernobyl. Et bien sûr, on accuse tout de suite la Russie. Est-ce qu'ils ne sont pas dans une espèce de fuite en avant, prêts à tout et mettre en danger leur propre population face à la Russie? Oui, il y en a quelques-uns, mais pas tous. On voit que l'Europe aujourd'hui va exploser grâce au discours de Vance. Hein. Vance a fait un discours qui permet en tout cas aux populations de réfléchir. Et il a clairement indiqué d'ailleurs ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire que les gouvernances européennes ont peur aujourd'hui de leur propre population. C'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que vous avez peur de vos propres populations. Et là, la démocratie, il n'y a plus de démocratie. Et effectivement, parce qu'il y a cette fuite en avant. Alors, jusqu'où peut aller la fuite en avant? À mon avis, elle n'ira pas très très loin. Aujourd'hui, tous les néocons européens sont en difficulté. Hein. Scholz va avoir des problèmes aux prochaines élections. Hein. Son parti va perdre plus de la moitié des voix qu'il avait, hein, et va se retrouver en très très grande difficulté. L'AfD risque de faire une percée inattendue. Hein. Les sondages lui donnent 20%. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse 3 ou 4 points de plus, hein, parce que les événements aujourd'hui montrent que l'AfD n'a pas totalement tort sur tous les plans. Et puis Keir Starmer en Grande-Bretagne n'a pas le vent en poupe. Macron, j'en parle pas. Hein, ça fait bien belle lurette qu'il l'a plu. Il a été désavoué à plusieurs reprises. Donc les néocons européens sont en difficulté, et d'autant qu'ils sont lâchés, je le répète, en race campagne par les néocons américains, hein, qui sont un peu neutralisés par Trump en ce moment. Hein. Alors moi, ce qui m'inquiète un peu dans les choses jusqu'au-boutistes dont vous parlez, hein, ce qui m'inquiète un peu, c'est pas tellement ce qui va arriver en Europe, parce que c'est ce qui pourrait arriver aux États-Unis. Hein. On a vu que quand un président poussait le bouchon un tout petit peu trop loin, il pouvait être assassiné. On a vu avec Kennedy. Hein. Kennedy avait poussé le bouchon un peu loin concernant le nucléaire israélien, l'aide à Israël, etc., etc. Donc on a vu que ça lui avait pas porté chance. Et là, aujourd'hui, les néocons, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les milliardaires n'aiment pas trop financer des élections et ne pas avoir raison au bout du bout, quoi. Alors là, on s'est trouvé un peu, je le répète, hein, comme en Union soviétique, avec un personnage qui était un milliardaire, le plus riche du monde, et qui s'appelle Elon Musk, et qui en plus est un gars qui ne croit pas au globalisme, hein, qui est anti-globaliste. Et avoir un milliardaire comme ça, qui en plus est à lui tout seul aussi riche que
qu'une bonne dizaine ou une douzaine d'autres milliardaires, bon, c'est quand même exceptionnel d'avoir un gars, un peu comme Gorbatchev à son époque, hein, trouver un gars qui sorte du système néoconservateur, hein, et qui est une vue nouvelle sur un monde nouveau. Hein, bon, cet homme-là est très critiqué, bien sûr, hein, par les néocons et par les médias néocons européens et otaniens, évidemment. Hein, on peut pas tolérer qu'un homme comme ça puisse commencer à assécher le marais, mais il a fait œuvre utile. Hein. Aujourd'hui, on l'a vu en particulier pour l'USN. Hein. Là, d'autres révélations sont en train de sortir, et puis d'autres vont sortir, bien sûr, hein, dans le renseignement et dans la médecine, avec Tulsi Gabbard et avec Kennedy. Je pense réellement que l'État profond a du souci à se faire par les temps qui courent. Et ce qui Est-ce que, par exemple, l'Ukraine, mon général, je sais que vous avez une analyse sur ce que l'on ne comprenait pas trop, c'est pourquoi les Américains ont fait ces biolabs en Ukraine. Vous vouliez peut-être nous donner quelques informations, moi qui m'intéresse en tout cas. Oui, alors, oui, d'abord, je m'aperçois que je n'ai pas répondu à une des questions que alors, terminez, vous avez posées, allez-y, finissez, et puis après… Vous avez posé tout à l'heure, hein, avant de passer au biolab, mais c'est la question de l'attaque par un drone non identifié de Tchernobyl et attribué, bien sûr, aux Russes. Ça en devient comique. Hein. D'autant que toutes les caméras ukrainiennes était là pour filmer l'événement, hein, un événement forcément inattendu, hein, mais il était quand même attendu par les caméras, toutes les caméras ukrainiennes, pour pouvoir retransmettre les images au monde entier. Bon, qui avait prévenu toutes les caméras ukrainiennes de se trouver pas très loin de Tchernobyl pour filmer l'événement, hein, et bon, tout ça, c'est cousu de fil blanc, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Et pourquoi il y a eu cette attaque, hein? Tout simplement parce que M. Zelensky allait à Munich et à Ramstein là, pour essayer d'obtenir des subsides supplémentaires de l'Europe. Il voulait aussi essayer d'entraîner les Européens dans la guerre. Et donc, il fallait absolument que survienne un événement. Et l'événement, comme par hasard, est survenu juste le bon timing, hein, juste avant la réunion de Ramstein et de Munich. Voilà qu'on s'attaque à Tchernobyl, du terrorisme nucléaire, pensez donc, et puis bien sûr d'origine russe. Enfin bon, tout ça, ça commence à faire rire le monde entier, hein, le monde entier rigole, hein, en dehors de notre ministre des Affaires étrangères qui roule toujours ses yeux globuleux et qui veut faire peur au monde entier. Bon, il fait rigoler le monde entier, ce brave ministre. Jean-Noël Barrot, et pareil pour Benjamin Haddad. Il commence à être la risée du monde. Hein. Donc ça, c'est pour l'affaire des… Et alors, Zelensky, vous avez vu que… Général, Zelensky devient le grand stratège de nos oligarques. Il explique que la Russie va attaquer l'OTAN. Il explique qu'il faut faire une défense européenne au plus vite. Il explique à Trump que Poutine a peur de lui. Ce clown, c'est quand même un clown à l'origine, eh bien, on n'entend plus que lui. C'est une sorte de Greta Thunberg de la guerre. Il n'en a… qu'une compétence, mais tout le monde l'écoute comme si c'était… vous avez raison, hein, mais vous savez, Zelensky, c'est pas n'importe qui. Hein, il a été déclaré l'homme de l'année en 2022 par le magazine The Time, hein, le périodique The Time, et il a été bien sûr nominé 2 fois à des places remarquables. Hein. Il a été premier, je crois, en 2022 et 3e cette année, hein, au palmarès mondial de l'influence du Jerusalem Post. Alors là, ça vous pose quelqu'un, hein. C'est mieux qu'un Oscar. C'est mieux qu'un Oscar. Hein. Vous êtes quelqu'un dans le monde. Vous comptez. Et personne n'osera remettre en cause, bien sûr, un tel palmarès, hein, qui vous indique qui a le pouvoir et qui a le pouvoir de parler et donc Zelensky, c'est un homme à la mode. Hein. Il est encore honoré dans le camp des néocons. Hein. C'est l'homme qui a servi. Alors bon, il sera lâché le moment venu, hein, mais pour l'instant, c'est encore un outil de l'État profond américain, hein,
Et bon, il est encore à la manœuvre. Alors, ce qui lui reste de manœuvre, d'ailleurs, à accomplir, parce que avec l'arrivée de Tulsi Gabbard qui va révéler le dessous des cartes, ou des gens comme de l'équipe Trump, Elon Musk, Tulsi Gabbard, Kennedy, Kash Patel et compagnie, avec tous ces gens-là, bon, un certain nombre de choses vont être révélées, y compris sur le financement de l'Ukraine par l'USAID. L'USAID qui a financé l'Ukraine. Là, en ce moment, l'affaire de l'USAID, elle ne fait que commencer. On a des révélations tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, on a eu aujourd'hui ou hier, un sénateur républicain qui s'appelle Scott Perry, est intervenu au Congrès pour expliquer que il y avait un problème avec l'USAID qui avait, semble-t-il, au-delà, sous couverture humanitaire, en Afrique, qui avait financé tout un tas de déstabilisations en Afrique, et notamment au Nigeria. Donc on a tout la saga du Nigeria, de la déstabilisation du Nigeria, tout le dossier, je vais le transmettre je pense demain ou après-demain, mais on a tout le dossier du Nigérien qui vient de sortir, avec les financements. Alors on s'aperçoit que l'USAID donnait quelques milliards comme ça pour l'aide humanitaire, mais en donnait 10 fois plus pour payer des groupes terroristes. L'USAID finançait les terroristes et c'est établi maintenant. C'est établi et ça vient de sortir. Donc tout ça, mis bout à bout, on va déstabiliser cet État profond qui avait des outils pourtant remarquables. L'USAID, c'était un outil remarquable. On arrivait à financer ce qu'on voulait, des guerres, des déstabilisations. Et j'en arrive à me demander si on va mettre au jour ce que je pense qui est la réalité depuis très longtemps, c'est-à-dire que le chaos au Rwanda et le génocide qui s'en est suivi a été financé par, et comme l'arrivée au pouvoir du bon président Kagame, tout ça a été financé par l'USAID. N'ayez aucune... on va peut-être le savoir officiellement dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, mais ce génocide du Rwanda, on le savait déjà plus ou moins pour les gens initiés dans le monde du renseignement ou ailleurs, mais les anglo-saxons ont joué un rôle détestable dans l'affaire du Rwanda, et tout ça, c'est derrière tout ça, vous aviez les financements et l'organisme de financement très inattaquable, bien sûr, parce qu'il s'agissait d'aider les pauvres populations affamées ou opprimées ou illettrées. Il s'agissait de remettre un peu de bonheur là-dedans. En fait, de bonheur, on a surtout ramené du chaos. Et aujourd'hui, c'est en train de sortir. Pour le Nigeria, c'est sorti hier, avec le sénateur. Un sénateur, c'est quand même un homme politique respectable. Il a le droit de s'exprimer jusqu'à preuve du contraire. Et il a donné les chiffres. Et ça, c'est le travail d'enquête, un peu coup de poing, qui a surpris tout le monde, d'Elon Musk. Elon Musk, en se précipitant sur l'USAID et en allant regarder les comptes, et comme il l'a fait, a réussi quand même à extraire, avant qu'on l'empêche de le faire, tout un tas d'informations, et aujourd'hui, il a l'information véritable sur ce que l'USAID et les États-Unis donc ont pu faire au nom du peuple américain, ont pu financer. Le fait que les États-Unis aient pu financer le terrorisme est désormais établi par la déclaration du sénateur Scott Perry. Et ça, c'est très intéressant, parce que il y a un moment ou un autre où nos Européens vont devoir eux aussi rendre des comptes. Vous aimez nos émissions ? Ouais. Vous aimez les différents formats qu'on vous propose ? Ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi ? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société, économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre, bien sûr, toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est dans l'avenir. 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 Oh, l'avenir, c'est
C'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.